Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité. Avec tout ce matin, le chargé d'affaires américain, il est donc en poste à Port-au-Prince depuis déjà une année et 2 mois. Et c'est pour la première fois qu'il participe à la rubrique Le Point et c'est avec plaisir qu'on le reçoit ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point. Monsieur le chargé d'affaires, Éric Strohmayer, bonjour et bienvenue à Métropole. Nous sommes contents de pouvoir vous poser quelques questions. Wendell, je suis très content d'être avec vous ce matin, avec vous et vos téléspectateurs, aussi bien que sur la radio. En effet, je voulais commencer par vous exprimer mes condoléances profondes à la perte de Mme Liliane Pierre-Paul, votre collègue de Radio Kiskaya. Et avec cela, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Merci, M. Strohmayer. Alors, mettons l'émission dans son contexte. Il s'agit pour l'ambassade de confirmer ou d'infirmer ou encore d'apporter des précisions par rapport aux rumeurs faisant état de fermeture éventuelle de l'ambassade américaine à Port-au-Prince ou encore le service consulaire. Et surtout avec les appels lancés aux ressortissants américains qui devraient quitter rapidement le pays. D'abord, la vérité, c'est quoi? Le service consulaire va continuer à fonctionner? L'ambassade va fermer? Quelle est la vérité? Quelle est l'information, monsieur l'ambassadeur? En effet, comme on dit, créole parler, créole comprend. L'ambassade n'est pas fermée, elle est ouverte. Ambassade, elle pourra continuer à travailler ça. Par contre, section visa, malheureusement, elle fait anti-campé, une pause. Nous pourrons louer comment nous pas faire, ça c'est temporaire, nous pourrons louer quand ça peut changer. En même temps, nous pourrons assurer continuer le service pour citoyens américains, nous pas pourrons le décamper là où nous sommes, nous pourrons rester là où nous sommes ouverts. Et je parle avec vous aujourd'hui pour réaffirmer cela. Maintenant, qui est capable de préciser ça pour nous? Service consulaire là, ensemble avec l'ambassade là, tous deux dans le même bâtiment. Tous deux dans la même caille. Ou là, vous comprenez? Oui. Tous deux dans la même caille, une a continué à fonctionner et l'autre là a fermé. Est-ce que même dispositif de sécurité, est-ce qu'elle n'est pas valable pour tous les deux? En effet, situation ça a été changée un peu. Si vous permettez, je vais continuer en français. Malheureusement, je ne pourrai pas continuer fluidement en créole. C'est comme vous voulez. OK. Yeah. En effet, la situation que tout le monde a vue dans ces derniers temps, malheureusement, dans la zone dans laquelle nous sommes, aussi bien que plusieurs autres quartiers de la ville, ont été touchés par ces activités des gangs. Et alors, dans cette circonstance, nous avons pris la décision de diminuer notre effectif américain pour une période temporaire, à ce que nous puissions rassurer la sécurité de tout le reste du monde qui reste à travailler. Et dans cette situation, on a décidé, il y a d'autres sections qui sont impliquées aussi, mais rien n'empêche que notre engagement avec le peuple haïtien et Haïti va continuer à travers les différents services que nous portons par rapport à nos assistances d'aide humanitaire, nos assistances sur la santé, le développement et bien sûr nos assistances à continuer à renforcer la capacité de la PNH. C'est pour ça qu'aussi nous allons faire le plus que nous puissions faire pour soutenir la déclaration récente de Kenya que nos amis kenyans ont dit qu'ils vont considérer à pouvoir prendre le leadership d'une éventuelle force multinationale. Et alors dans ce contexte, nous continuons notre travail à l'ambassade, mais
on a été obligé de faire une réduction dans le personnel, vu les circonstances, et ça a fait que pour l'instant, on suspend ces services des visas, mais il y aura des contacts à ceux qui ont des rendez-vous déjà à expliquer quelle est la situation, et j'espère bien que ça pourrait se reprendre dans une plus ou moins proche avenir. Néanmoins, que nous continuons nos services pour les citoyens américains qui sont toujours appelés à contacter l'ambassade s'ils ont la moindre inquiétude ou les choses qu'ils veulent faire à travers les services qui restent. OK. En ce qui concerne le Kenya que vous avez évoqué, on va revenir là-dessus un peu plus tard pendant cette interview. Mais monsieur le chargé d'affaires, pour les gens qui ont déjà des rendez-vous, nous avons appris que ces gens-là pourront se présenter au consulat jusqu'en 2025. Est-ce que cette information est fondée? Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est la première fois que j'entends dire ça. Non, ça, c'est pas fondé. Nous voulons reprendre les travaux que nous faisions sur les visas le plus vite que possible. À l'instant, c'est une suspension temporaire et jusqu'à ce qu'on puisse rassurer que la situation est telle que nous pouvons ramener les officiers concernés à pouvoir faire ce travail. C'est une suspension temporaire. C'est pas quelque chose qui est rapporté à la date que vous avez prévue. Ça, c'est pas le cas du tout. C'est temporaire la décision et j'espère bien que nous pourrons rassurer ce service le plus vite possible. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui vous a porté, monsieur le responsable, à prendre cette disposition? Est-ce que c'est à cause de l'insécurité ou bien est-ce que vous n'avez pas suffisamment de consuls pour recevoir les demandeurs? Qu'est-ce qui est à la base de cette décision? À la base de cette décision, c'est la situation que sans doute vous et aussi beaucoup des autres citoyens de Port-au-Prince ont constaté par rapport à la situation sécuritaire qui s'est présentée dans la zone de Tabar il y a à peine une semaine, lorsque les personnes dans les quartiers ont été chassées par les gangs, qui ont attaqué à ces personnes, qui ont tué des personnes, qui ont violé des personnes et les ont chassées de chez eux. Et cette réalité, à côté de là où nous sommes, c'est quelque chose de nouveau qui a changé la situation. Et dans cette circonstance, nous avons pris la décision qu'on a prise pour diminuer l'effectif américain pour assurer la sécurité de ce qui reste pour continuer le travail essentiel que nous faisons avec Haïti. Quand un chef de gang, quand des groupes armés décident d'inquiéter en quelque sorte des responsables d'une ambassade américaine. Comment vous interprétez, comment vous comprenez cela? Je ne sais pas les motifs des personnes qui ont fait ce qu'ils ont fait. Rien n'empêche que nous, on prend d'acte. Partout au monde, on fait la suivi de très proche de la sécurité de nos personnels, aussi bien locaux qu'américains dans nos ambassades. Et dans ce contexte, on a pris la décision qu'on a prise. J'espère bien, et ça c'est une décision, je souligne, temporaire, c'est pas permanente. Et nous espérons pouvoir faire retourner nos effectifs qu'on a renvoyés aux États-Unis le plus tôt possible. Et en même temps, nous continuons le travail avec notre pleine équipe haïtienne et aussi américaine qui est sur place, dont je suis très très fier de tous ceux qui sont ici toujours, aussi bien que les Américains qui ont dû quitter. Au lendemain de ce qui s'était passé la semaine dernière en face de l'ambassade, où des gens qui cherchaient refuge avaient élu domicile en quelque sorte en face de l'ambassade et la police était venue pour chasser ces gens. Vous avez sorti une note pour exprimer votre tristesse par rapport à ce qu'ont subi ces familles. Pourquoi c'est seulement de la tristesse que vous avez tenu à exprimer? Dès que ces personnes sont présentées en face de nous, chassées par les gangs de là où ils habitaient, nous avons engagé directement avec le maire de Tabar, aussi bien que la Direction générale de la protection civile, aussi bien que l'Organisation internationale de migration, pour fournir des lieux et de soutien à ces personnes le plus vite possible. On s'est engagé directement avec eux et si je comprends bien, la masse majorité maintenant se sont installés à des locaux qui ont été établis pour
les recevoir et les assister avec le soutien de ces 3 organismes que j'ai cités, ce sont par rapport à la Direction générale de la protection civile, aussi bien que l'Organisation internationale de migration, sont tous les 2 des organismes que nous, les États-Unis, on soutient. Parce que dans les circonstances, c'est pas nous, n'importe quelle ambassade américaine n'est pas dans une position directement de s'engager, de pouvoir donner des locaux ou d'assistance directe. On s'est engagé directement avec les autorités que nous soutenons, qui sont là pour cela. Et en effet, ces personnes sont installées maintenant, abritées à travers ces organismes. Retournons au visa. Comme vous voulez. Monsieur le chargé d'affaires. L'entretien est la vôtre, alors je passe la parole à vous. Est-ce qu'il y a un nouveau programme après le programme communément appelé le programme Biden? Est-ce qu'il y a un autre programme pour les ressortissants les étrangers qui souhaitent se rendre aux États-Unis? À ma connaissance, le programme Biden est le programme qui est toujours en place. Je veux souligner la réussite de ce programme, dans le sens que ça a fourni et continue de fournir une capacité à les Haïtiens et les membres des autres pays qui sont touchés par ce programme, une façon légale et saine et sauf pour qu'ils puissent émigrer aux États-Unis. En effet, si je constate bien, les Haïtiens sont les plus grands bénéficiaires, sans aller dans les détails, de ce programme. Et je constate que ça a diminué par une forte valeur ceux qui étaient tentés de prendre les moyens fournis par des magouilleurs et des autres contracteurs d'essayer de les transporter illégalement aux États-Unis. De faire immigration d'une façon irrégulière bloque à ce que ceux qui arriveront ou ceux qui sont tentés de le faire, de prendre accès à le soi-disant programme Biden. Et je veux souligner que ce programme continue et ça c'est la façon qu'encourage les Haïtiens qui veulent essayer d'y aller aux États-Unis au-delà de l'immigration dans les façons traditionnelles d'immigration à travers des membres de famille qui sont placés là-bas, de prendre l'opportunité de ce programme qui a bien réussi et continue de fournir un moyen légal. Je ne suis pas au courant d'autres programmes dans l'avenir. Si vous êtes au courant de quelque chose qui circule, je ne suis pas au courant qu'il y a d'autres programmes qui est proposé. Bon, il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux, mais... il y a beaucoup de fake news, comme on dit. Beaucoup de fake news ouais. sur les réseaux sociaux, mais dites-moi, monsieur le chargé d'affaires, certains Haïtiens pensent que vous avez ouvert une porte et fermé l'autre. Autrement dit, avec le programme Biden, il devient beaucoup plus difficile pour un ressortissant, pour un étranger, de passer par les voies traditionnelles et régulières pour obtenir un visa. Il est vrai que je n'ai pas affaire au consul général, j'ai affaire au chargé d'affaires, mais on pense que ça devient beaucoup plus difficile, on fait beaucoup plus d'exigences et on donne beaucoup plus de refus aux citoyens qui souhaitent se rendre aux États-Unis. On veut même pas renouveler les visas qui sont arrivés à terme ou à expiration. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, monsieur le chargé d'affaires? En effet, il faut que je dise, comme ancien officier consulaire, j'ai fait ma formation ici il y a très longtemps et j'ai eu à travailler dans des sections consulaires depuis, que nos lois obligent à ce que les officiers consulaires regardent la situation dans le pays concerné, quelle est la situation, quelles sont les raisons pour lesquelles les personnes vont revenir s'ils reçoivent une visa de visite. Et il se peut que cette réalité a changé. Je ne pourrais pas dire que moi, je ne suis pas saisi de jour en jour avec l'évolution que ce qui se passe dans le consulat ici à Port-au-Prince, mais j'imagine qu'il y a une perception que ça a changé et c'est grâce à la réalité, grâce à les gangs, grâce à l'instabilité que cette réalité a peut-être changé. Par rapport à la perception de la public qui essaie de s'appliquer. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on a fait une décision ou autre qui s'applique directement à Haïti ou autre. Et je veux souligner que nous voulons reprendre les processus normaux dès que possible, que la situation qui n'est pas de notre choix, mais le choix des gangs et de l'insécurité ici pourra changer à ce qu'on puisse revenir avec tout l'effectif qu'on avait et peut-être pouvoir revenir à le service qu'on avait auparavant, il faut bien le dire, auparavant même de la COVID. L'ambassade est là et est prête à venir en aide
aux Américains, aux ressortissants américains, si le besoin se fait sentir. Et s'il y a des Haïtiens, par exemple, qui ont un besoin urgent, un cas de maladie, un cas de force majeure, par exemple, pour aller aux États-Unis, est-ce qu'il y a un service au niveau du consulat qui fonctionne aussi? En général, nos services de visa sont suspendus, comme j'ai dit. Rien n'empêche que s'il y a des cas d'urgence, d'autres, je ne sais pas comment on va traiter parce que moi, je ne contrôle pas personnellement les décisions consulaires. Ça, c'est par loi, c'est quelque chose que moi, en tant que chargé, ne contrôle pas directement. Alors, on va voir comment ça évolue. Pour l'instant, c'est une suspension générale. Mais on pourrait voir les cas particuliers qui pourraient se présenter, mais je ne pourrais pas préjuger comment ils vont être traités. Le Kenya? Mais, OK. Ah, vous allez dire quelque chose. Allez-y. Non, mais comme je voulais souligner que l'ambassade en général reste ouverte et que les services pour les citoyens américains continuent. Merci. Maintenant pour le Kenya. Ouais. J'ai appris il y a quelques heures que le Canada, qui est votre voisin immédiat, on dit même vos cousins canadiens, et en fait, le Canada soutient l'annonce faite par le Kenya qui affirme être prêt à prendre le leadership d'une force internationale devant venir ici pour faire face au banditisme. Les États-Unis, est-ce que je peux dire que les États-Unis soutiennent aussi, ou les États-Unis et le Canada parlent le même langage en ce qui concerne la décision kenyane? Je ne pourrais pas faire un commentaire sur les commentaires canadiens parce que je n'ai pas encore vu. Mais je peux vous dire que pour nous, le fait que nos amis kenyans ont décidé de faire de bonne volonté l'annonce qu'ils sont en train de considérer de pouvoir prendre le leadership d'une telle force multinationale, c'est une très bonne nouvelle. Nous soutenons nos amis kenyans dans cet effort. Nous serons, en tant que le grand partenaire d'Haïti, un des plus grands, si pas le plus grand, je crois qu'on est le plus grand, mais ce n'est pas un débat, que nous serons là à faire le partenariat avec tous les amis d'Haïti pour pouvoir avancer cette initiative. On est très content de l'initiative kenyane. On est en train de travailler à essayer de faire notre cotisation avec tous les autres partenaires à pouvoir assister à ce qu'il y ait un déploiement multinational à pouvoir avancer la sécurité qui nous touche tous, qui sont ici en Haïti, pour assurer la sécurité, pour qu'il y ait une continuation des initiatives prises par le gouvernement de transition pour faire des progrès envers un système démocratique et élu. Et évidemment, la sécurité est une partie clé de cela. Et on est très content que les Kenyans ont pris l'initiative qu'ils ont prise et on va faire le plus que nous puissions faire pour le soutenir. En quoi consisterait le soutien ou le support des États-Unis? Il faut comprendre que ça, c'est un processus assez complexe. En première place, il y a une question, si vous avez bien constaté la déclaration faite par les Kenyans, il doit y avoir une déclaration faite par les Nations Unies à soutenir une force multinationale. Ça va indiquer les détails d'exactement ce que c'est prévu par la communauté internationale à travers les Nations Unies. Dès que ça s'est établi, que nous allons travailler avec nos amis à pouvoir faire une telle résolution, il y aura une déclaration, une constatation qui est en cours par les Kenyans comme leader et avec les autres partenaires d'exactement ce que c'est prévu. Et il y aura un appel pour 3 différentes sortes de soutien à travers la communauté internationale. Il y aura un appel pour des soutiens en ce qui concerne des autres forces. Ce n'est pas simplement les Kenyans qui devraient venir, c'est multinational. Il y aura un appel pour des soutiens fiscaux et aussi bien un appel pour des soutiens multiformes, d'assistance logistique peut-être, ou d'autres cotisations qui pourraient être faites en équipement ou de formation qui pourraient assister le déploiement d'une telle force. Alors les États-Unis vont être impliqués, j'en suis certain, dans tous ces 3 domaines. Exactement comment? Ça dépend de comment ça évolue. C'est trop tôt pour dire exactement comment, mais je suis sûr et certain que la rôle américaine sera très très grande et sera comme une partenaire comme on est depuis très longtemps, parmi les plus grands qui assistent à Haïti depuis très longtemps, et dans ce contexte aussi, on y sera. Une dernière question, monsieur le chargé d'affaires. On pense à la police nationale, on pense à l'armée d'Haïti?
Il faut dire que par la police nationale, je veux prendre l'opportunité de saluer les efforts héroïques. La police nationale a des grandes responsabilités. Je suis rassuré par les efforts qu'ils font. Ils ont les contraintes qu'ils ont en même temps. Mais ils font un effort héroïque et je salue les policiers qui mettent leur vie en ligne jour par jour pour défendre le plus qu'ils puissent faire avec les ressources qui sont disponibles. Parlons de la FAD. Il y a des contraintes légaux sur l'assistance directe que les États-Unis puissent faire à la FAD. Mais rien n'empêche à des tiers pays, s'ils veulent s'engager avec la FAD, au moins qu'il n'y a pas de technologie américaine qui est concernée, à des tiers pays, ils ont le droit d'engager. Haïti est un pays souverain, les tiers pays étant des pays souverains. Si quelqu'un décide que la FAD, c'est quelque chose qu'ils veulent assister, un autre pays, ça c'est à leur de décider. Mais il y a des contraintes très aiguës et notre pensée, au moins au niveau du gouvernement américain, c'est que le renforcement est la première clé, organisme clé pour la sécurité ici en Haïti à ces jours, c'est la PNH. Et alors, nous avons un programme de longue durée qui est là d'engager avec la PNH. On continue de faire, à l'instant, je crois que c'est un programme de 120 millions de dollars et on va continuer à faire ce soutien à la PNH et sans doute à renforcer les efforts d'autres, y compris probablement les Kenyans, s'ils décident de faire ce qu'ils proposent, à être côte à côte avec la PNH, à les renforcer, à pouvoir fournir des assistances dans le contexte d'une décision des Nations Unies d'exactement ce qui sera requis, à renforcer les capacités de la PNH. M'attend dernier mot à là, comme nous t'entendons, ou t'es dit qu'on pas rester longtemps parce qu'on a un agenda chargé. Et M. Strohmayer m'a rappelé c'est chargé d'affaires américain depuis une année en Haïti. Et une année qui est extrêmement difficile pour vous en termes de responsabilité, de décisions à prendre. Pas de facile, en pile insécurité, en pile monde kidnappé ou vivre ça en Haïti, même avec tout Haïtien. Dernier mot côté Cabano, c'est à qui ça le décaillé, M. Strohmayer? Nous pourrons continuer notre travail. L'ambassade sera ouverte, pas fermée. Nous avons une grande inquiétude sur le plan humanitaire qui souligne le programme que nous continuerons à faire, y compris pour l'insécurité de le peuple haïtien, mais aussi par rapport à l'insécurité qu'on a constatée, le kidnapping des citoyens américains. Dernièrement, une infirmière qui a passé sa vie à essayer les Haïtiens qui est kidnappé par ces gangs avec son fils, paraît-il. Ces sortes de choses nous inquiètent. Nous soulignons nos capacités à continuer. Et l'ambassade là, est ouverte, il pourra continuer l'engagement. Nous. Ou pas un mot pour Gagno? Pour Gagno? Qui est responsable du kidnapping? Par rapport à Gagno, ça c'est ennemi pour tout le monde. Et nous pourrons continuer à lutter, à voir comment nous progresser pour assister à la force de sécurité, à la PNH en particulier, pour faire face à des défis, pour améliorer l'avenir d'Haïti, qui est ce que nous goûtons tous pour essayer de faire. Merci beaucoup, monsieur le chargé d'affaires. C'est un plaisir pour me gagner avec moi là matin dans la métropole. Plaisir, les témoins. Et j'espère que nous pourrons le rencontrer encore dans l'avenir. J'espère ça tout. J'ai une possibilité de poser plus de questions. Merci. Avec plaisir. Voilà, madame, monsieur, pour cette interview avec le chargé d'affaires américain, monsieur Eric Strohmayer. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lisa Lotto. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Après les propos du chargé d'affaires américain, c'est le moment d'accueillir le professeur Erard Jadot, lui qui va nous parler du Kenya, pourquoi les Haïtiens devraient profiter de l'occasion, dans un contexte où les positions sont partagées par rapport à cette éventuelle intervention d'une force multinationale en Haïti. Il y a des pour et des contre, mais vous, professeur, vous pensez que ce ne serait pas mauvais. Bonjour et bienvenue. Merci, Andel. Merci. Je remercie aussi tous vos téléspectateurs, que je salue bien. Non, je pense que
l'initiative kenyane est une opportunité exceptionnelle pour Haïti. Et la pire des attitudes, paresseuses d'ailleurs, intellectuellement et politiquement, serait que le gouvernement haïtien considère cette initiative comme un pis-aller. Vous savez, la définition du pis-aller est très simple dans le dictionnaire. Le pis-aller est un moyen à quoi on recourt faute de mieux. Donc, faute que les États-Unis d'Amérique, que le Canada ou que le Brésil n'ont pas accepté de prendre la responsabilité du leadership d'une intervention multinationale, fait qu'il y a un pays quelconque, assez loin de nous, qui s'appelle le Kenya, et qui a décidé de prendre cette initiative. Moi, je pense que c'est une extrême bonne chose. Êtes-vous en train de nous dire que l'on devrait au moins, avant même que le Kenya décide de prendre cette décision, d'y penser nous-mêmes? Est-ce qu'on devrait y penser d'abord avant? Non, mais évidemment, on doit y penser. Parce que c'est le Kenya qui a décidé de faire savoir aux Nations Unies et qu'il était prêt à prendre le leadership d'une intervention multilatérale en Haïti. Et quelle est la motivation du Kenya selon vous? Vous savez, le Kenya est un pays émergent d'Afrique. C'est un pays de à peu près 60 millions d'habitants et qui est un pays émergent et qui vise à avoir un statut régional comme pays émergent. Et ce genre d'initiative-là, c'est quelque chose qui amène un pays de ce genre-là au premier plan. Dans ce qui concerne Haïti, c'est autre chose. Nous avons un problème conjoncturel à résoudre, qui est celui de la sécurité intérieure et qui est celui des gangs armés qui entourent les bidonvilles du Grand Port-au-Prince. C'est ça qui est le problème. Parce que vous savez, il n'y a pas de gang armé à la Gonave. Il n'y en a pas à Jérémie. Tous les gangs armés que l'on retrouve et qui sont potentiellement dangereux se retrouvent dans le Port-au-Prince métropolitain. Au nord comme au sud. Et dans l'Artibonite aussi. Oui, il y en a. Donc, ça veut dire que c'est un problème urbain. Un problème des bidonvilles. Donc, il n'y aura plus de gangs que lorsque les causes qui ont fait émerger les gangs ne seront plus là. Ce n'est pas parce que le Kenya va venir. Le Kenya va venir pour appuyer la PNH dans le contrôle du territoire. Mais le Kenya ne va pas résoudre tous les problèmes. Et pourquoi on devrait saluer la décision? Pour autre chose, complètement différent. Parce qu'on nous considère comme étant une diaspora africaine? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est à mon avis, pour Haïti, c'est un ticket d'entrée dans ce que l'on appelle de plus en plus le Sud global. Le Sud global, c'est ce qui est à l'opposé, on pourrait dire, du Nord global. Et le Nord global étant l'Occident, étant donc ce qu'on appelle les pays de la triade, c'est-à-dire Europe occidentale, Amérique du Nord et Japon. Donc, une intervention d'un pays comme le Kenya dans le problème immédiat haïtien vise à aider Haïti à résoudre ce problème immédiat, mais pas à tout résoudre. Le tout résoudre va dépendre des Haïtiens eux-mêmes. Et ce que je dis, moi, c'est que
l'entrée du Kenya dans ce dossier-là, c'est une opportunité pour l'État-nation d'Haïti d'entrer dans le Sud global, c'est-à-dire tous les pays, comme les pays des BRICS, comme les pays africains et les pays asiatiques. Nous entrons sur ce terrain-là avec des armes bien précises. Nous entrons avec ce que nous avons fait dans l'histoire au niveau du Sud, des pays du Sud. C'est-à-dire, nous avons fait Vertières. Nous avons mené un combat contre l'esclavage que nous avons gagné. Nous avons fait émerger sur ce continent-là une culture propre à ce pays et à ce continent, qui est la culture haïtienne. Et personne ne peut dire que nous n'avons, malgré notre extrême pauvreté, que nous n'avons rien apporté à l'histoire de ce monde aujourd'hui. Donc, ce qui est en jeu, c'est que les élites haïtiennes prennent conscience de ça et décident de marcher sur deux pieds. Le premier pied, c'est les questions conjoncturelles immédiates de diminution du niveau d'insécurité et de retour à un ordre démocratique ordinaire, avec des élections, etc. Mais de l'autre, c'est de sortir de la dépendance extrême où nous sommes des États-Unis d'Amérique. Oui, mais est-ce qu'on ne va pas sortir d'une dépendance pour passer à une autre dépendance? Quelle autre dépendance? Vous avez parlé du Sud global. Oui, mais il n'y a pas... Vous savez, nous vivons dans un monde où les grandes puissances sont là et essaient d'avoir des rapports de domination. Mais de plus en plus, les petites puissances et les puissances moyennes refusent ces rapports de domination. Vous savez, et les élites haïtiennes ont convenu, à partir du début du XXe siècle, c'est-à-dire à partir de 1900, de faire appel aux États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique, au début du XXe siècle, c'était un pays qui intervenait partout dans les Caraïbes. Ils ont occupé la République dominicaine, Haïti, Cuba, etc. Et ils ont établi à chaque fois un rapport que j'appelle de domination asymétrique. C'est-à-dire où il y a un dominant qui dicte les règles et un dominé qui subit les règles. Et c'est dans cette situation-là que l'on est. Les gangs armés en Haïti sont la conséquence directe des rapports de domination que vous avez avec les États-Unis d'Amérique. Donc, c'est ça qu'il faut changer à la base. Il faut donc que l'État-nation d'Haïti... Vous avez suivi l'ambassadeur qui s'exprimait tout à l'heure. Oui. Et quoi? Vous n'avez pas été surpris de sa position? Non, pas du tout. Non, parce que vous venez de dire que cette situation est la conséquence directe des rapports de domination entre les États-Unis et Haïti. Oui, absolument. Il y a des rapports de domination entre Haïti et les États-Unis. Comme il y a des rapports... Le monde entier était un monde hiérarchisé. Il y a les petits, il y a les gros. Il y a les puissants, il y a les faibles. D'accord? Donc, les États-Unis, depuis 1915, constituent le pays qui influence ce qu'on appelle l'hégémonie américaine. De même que le 19e siècle haïtien
la caractéristique principale du 19e siècle haïtien, ça a été la prépondérance française. Vous savez, après Vertières, tous les pays du monde, sans exception, c'est-à-dire toutes les puissances européennes et américaines, ont tourné le dos au nouvel État-nation d'Haïti. À partir simplement du racisme qui est vraiment l'option de base du 19e siècle occidental. C'est-à-dire, c'est comme ça que c'était. Et tout ce que l'on a comme littérature haïtienne, c'est forgé pour essayer de combattre ce racisme-là. Maintenant, voyons l'éventualité de ce déploiement, puisque jusque-là, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit dire son mot. D'ailleurs, on a appris hier que le département d'État a même annoncé son intention de produire, de concert avec l'Équateur, une résolution dans laquelle on va demander au Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de cette force. Face à cette éventualité, quelle devrait être la réaction des Haïtiens, des élites haïtiennes, du gouvernement haïtien en particulier? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Vous savez, le Kenya a fait une offre qui va être examinée par le Conseil de sécurité, de manière à ce que l'initiative kenyane ne soit pas une initiative d'un État seul, mais une initiative qui se fait avec la couverture du Conseil de sécurité et avec le financement des principales nations du monde. Dont les États-Unis dont les États-Unis d'Amérique. Et le Canada. Et le Canada, parce que ces pays, les États-Unis d'Amérique, sont à la base des problèmes que l'on confronte aujourd'hui. À votre avis, pourquoi ils n'ont pas accepté de prendre le leadership de cette force, d'après vous? Vous savez, les États-Unis d'Amérique ont un problème, ont toujours eu un problème sérieux lorsqu'ils intervenaient sur des terrains qu'ils ne maîtrisaient pas. C'est-à-dire, l'intervention, vous avez vu comment s'est terminée l'intervention américaine en Afghanistan. Vous avez vu comment ça s'est terminé l'intervention américaine. Mais les réalités sont différentes. Oui, non, mais c'est toujours les autres. C'est-à-dire les Afghans, les Irakiens, etc. Ce ne sont pas des gens qui sont, comment je dirais, qui sont dans... Je vais venir avec une notion importante là. Et il y a une identité stratégique américaine. C'est-à-dire? C'est lorsque les États-Unis sont nés et ont pris leur indépendance par rapport à l'Angleterre, ils se sont constitués en un État-nation WAPS. WAPS, c'est un acronyme pour White Anglo-Saxon Protestant. C'est-à-dire une identité blanche, anglo-saxon et protestant. C'est ça l'identité américaine. Et c'est une identité qui est compatible avec le fait que pendant presque 100 ans, l'esclavage était pratiqué aux États-Unis. Vous voyez, la guerre de sécession, c'est 1865. D'accord? Et l'indépendance américaine, c'est 1776. Okay. Donc, il y a cette identité-là. Et nous sommes à l'opposé. Ce pays s'est constitué comme État-nation en refusant l'esclavage et la stigmatisation raciale. C'est ça l'identité d'Haïti. Et l'identité américaine est tout à fait contraire. D'ailleurs, il y a un réveil
Alors qu'au cours des 2 dernières décennies, l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les 2 pays qui constituent l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada, se sont voulus des pays multiculturels. Depuis les années 60, d'accord? Mais on voit que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est un retour des suprémacistes blancs à la mode de M. Trump. Et ce sont des gens qui ont des racines dans ce pays des États-Unis. Et il ne sera pas... Donc, ça veut dire que les prochaines années... Et, écoutez, prenons un exemple. Vous avez un problème de gang à résoudre, le Kenya prend l'initiative, mais l'année prochaine, Donald Trump revient à la présidence américaine. Mais Donald Trump ne va pas accepter ce genre de choses-là. Parce que c'est contraire à ses valeurs. Vous parlez même du programme Biden, c'est ça? Mais évidemment. Évidemment. Vous n'avez jamais relu comment M. Trump qualifiait Haïti il y a à peine quelques années? Oui. C'est encore sur la table, ça. Et ce que dit Trump, n'importe quel autre supporter de Trump va le dire. Vous voyez? Donc, ce que je veux dire par là, je veux dire que l'État-nation d'Haïti, donc les élites haïtiennes, ont en main assez d'atouts pour entrer dans un jeu global, pour entrer dans le Sud global. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on doit entrer dans le Sud global sans poser de conditions? Mais non, vous n'avez pas de conditions à poser. Vous rentrez dans le Sud global parce que le 21e siècle va être le siècle du Sud global. Est déjà. C'est-à-dire, le 21e siècle est déjà le siècle de ce qu'on peut appeler les colored people, les peuples de couleur. Contrairement aux pays occidentaux qui ne contrôlent plus, ne sont plus en situation d'hégémonie par rapport aux autres, mais ils l'étaient depuis 5 siècles. C'est-à-dire la découverte, avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, c'est 1492. Donc, 5 siècles après, les États occidentaux sont en situation de déclin. Et le 21e siècle va être le siècle de l'Asie, va être le siècle de l'Afrique, pas le siècle de l'Europe. L'Europe va conserver encore de beaux restes, mais ce n'est plus le cas. Donc, nous avons, nous, à choisir, soit rester dans le giron américain et considérer que les seuls marchés matures pour nos produits, c'est les États-Unis d'Amérique et l'Europe, alors qu'il y a d'autres marchés. Les marchés asiatiques, le marché chinois, le marché indien sont des marchés pour les produits que nous pouvons faire. Vous n'avez pas parlé de africain, vous n'avez pas dit marché africain. Oui, je dis marché africain. Oui, il y a les marchés africains. Vous savez, un pays comme le Nigeria, c'est un pays de 200 millions d'habitants. C'est un pays qui s'industrialise et qui produit des choses. Donc, c'est pas un pays quelconque. Hein. Oui, donc, selon vous, les Haïtiens devraient s'arranger de manière à ne pas laisser passer cette occasion et même encourager la prise de leadership par le Kenya de cette force internationale. Oui, absolument. Et aller... Le problème immédiat à résoudre, c'est le problème des gangs. Donc je dis et je répète, ce n'est pas un problème que l'on va résoudre tout de suite. On va essayer de contrôler la situation, mais la cause des gangs, c'est l'extrême pauvreté des bidonvilles de ce pays. Et ça, ce n'est pas le Kenya qui va le faire. Ce n'est pas le Kenya qui va le faire, c'est les Haïtiens qui vont le faire. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait déjà?
Parce qu'ils se sont contentés de l'aide humanitaire. Et l'aide humanitaire ne résout aucun problème. Donc ça veut dire que nous avons un problème majeur. Définitivement. Définitivement, nous avons un problème majeur qui est le problème de nous prendre en main. Et de devenir vraiment un État-nation qui se respecte. Aucune intervention n'est gagnée d'avance, professeur. Rien. Rien n'est gagné d'avance. Rien n'est gagné d'avance. Et là encore, on a des doutes par rapport aux résultats des différentes interventions réalisées tant par l'ONU que par les États-Unis. D'aucuns arrivent même à dire qu'en général, les résultats sont toujours négatifs, voire catastrophiques. Il y a toujours des dommages collatéraux. Est-ce que dans le contexte actuel, même si on doit saluer cette décision pour vous répéter, professeur, est-ce que quand même nous avons des histoires, nous avons des souvenirs pas trop élogieux, peut-être le terme ne convient pas, mais si l'on se réfère par exemple à ce qui s'est passé avec les dernières forces qui ont occupé Haïti, la MINUSTAH et ce qu'ils ont laissé comme héritage, le choléra et autres, il y a possibilité aussi pour que le Kenya nous laisse un petit quelque chose aussi. Bon, on ne le souhaite pas, on parle déjà de la possibilité que l'on ait de l'Ebola et qui est très présent au Kenya. Des personnes qui interviennent dans les médias pensent que l'on devrait, par exemple, poser certaines conditions avant même le déploiement de cette force multinationale, ne serait-ce que pour protéger les Haïtiens. Prévoir même dans des clauses des possibilités de dédommagement. Professeur, vous n'êtes pas dans cette logique apparemment. Non. Pourquoi? Non, c'est trop facile ça. C'est pas comme ça que l'on aborde les problèmes, je dirais, les problèmes de développement d'une société, d'un peuple. Les problèmes, vous savez, le 19e siècle a été caractérisé par quoi? Par des relations de domination que les pays, les puissances européennes et américaines ont continué à établir dans le monde. Et des dominations, vous savez, il y a ce que l'on a appelé dans l'histoire d'Haïti l'industrie des réclamations. Vous savez, c'est constitué comme quoi? Eh bien, quelqu'un qui a un commerce en Haïti et qui est de nationalité anglaise, et son commerce prend feu par hasard ou bien parce qu'il l'a voulu, et il porte plainte par devant son ambassade et contre l'État haïtien. Et un beau jour, un navire de guerre débarque et arrive dans le port de Port-au-Prince et lance un ultimatum à l'État haïtien. Il lui dit: vous avez fait brûler le magasin de mon concitoyen, vous devez payer tant de dollars. Sinon, je bombarde la ville. Vous avez eu des vingtaines d'exemples de ce genre de rapport. C'est ça qui n'est plus possible aujourd'hui. Aujourd'hui, selon les règles élémentaires, ça ne se fait plus. Donc, ça veut dire que... Et ensuite, aujourd'hui, ce qui est le plus important encore, il n'y a plus de modèle de développement. Chaque pays doit revenir sur lui-même et regarder quels sont ses potentiels, quelle est son attractivité et définir quels sont les modes de production industrielle qu'il va développer pour au bénéfice de sa population. Il y a encore 2 ou 3 décennies, on pouvait être socialiste. Et il y a encore une centaine d'années, on pouvait être pour les États-Unis d'Amérique, pour la civilisation anglo-saxonne ou la civilisation française. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Donc, vous devez chaque pays doit prendre ses responsabilités et définir son modèle. Mais dans tous les modèles... Chez nous, Chez nous, qu'est-ce qu'on devrait prendre comme modèle?
Mais vous devez définir votre modèle. Et votre modèle, il va être constitué des éléments, de tous les éléments d'attractivité que vous offrez aux uns et aux autres. C'est pour ça que je mets de l'avant les aspects culturels. Et Haïti, la vocation d'Haïti, c'est d'être l'épicentre culturel et mémoriel des Amériques noires et métissées du monde. Voilà. Nous sommes à la fin de l'émission, professeur, mais en même temps, nous sommes à un moment où nous devons, par exemple, penser quand même au passé, un passé récent. Par exemple, moi j'étais déjà très jeune, en 1994, lors du débarquement des Américains en Haïti. Yeah. Je n'ai pas connu 1915. Non, mais, bien sûr. Mais 1994, j'étais plutôt grand et je pouvais me rappeler certaines choses. J'ai vu aussi la façon dont certains Marines ont maltraité des militaires américains. Non. Des militaires haïtiens, pardon. Des militaires haïtiens. Et là, vous avez dit que nous devons saluer, saisir l'opportunité kenyane pour les raisons que vous avez évoquées. Maintenant, si l'on doit saisir cette opportunité, quelle devrait être la manifestation des Haïtiens en accueillant cette force multinationale qui sera dirigée par les Kenyans? Comment? Quelle devrait être la manifestation de cet accueil? La manifestation de cet accueil, je ne comprends pas très bien. Vous ne comprenez pas? Non. Mais vous comprenez que nous devons saluer la décision. Non, nous avons un problème à résoudre. Nous avons un problème dans l'immédiat, nous avons deux problèmes à résoudre. Le premier problème conjoncturel, c'est l'existence de gangs armés. D'accord? Oui. Bon. Mais ce sont les effets. La cause est là. Nous connaissons quelle est la cause. Très bien. La cause, non, vous l'avez dit, c'est l'extrême pauvreté. Et le sous-développement d'Haïti. Et le sous-développement. Voilà. Maintenant, si d'aventure, les soldats ou les policiers, puisque, bon, étant donné que j'entends... Ce sont des policiers. Pour l'évaluation, selon des experts, 1000 policiers pour évaluer la situation. Bon, OK. Maintenant, les forces arrivent en Haïti, les forces débarquent en Haïti. Nous autres Haïtiens, nous ferons quoi? Nous nous retirons? Non, pas du tout. Nous accueillons, nous saluons, nous battons des mains. La force multinationale, il vient en appui à la PNH. C'est ça son rôle. Parce que donc son objectif immédiat, c'est diminuer le niveau d'insécurité pour que les gens de ce pays puissent vivre normalement. C'est ça l'objectif. Mais ils ne vont pas éradiquer le grand banditisme. Il faut éradiquer la cause. Oui. Vous pouvez pas, ce n'est pas les effets. Oui, mais on ne va pas l'éradiquer du jour au lendemain. Parce que, bien sûr, on se donne. Professeur, vous parlez de pauvreté et de sous-développement qui serait donc la cause profonde de ce que nous vivons aujourd'hui. Alors que l'actualité, la crise actuelle, la crise sécuritaire actuelle est lourde. Maintenant, il nous faudra des années pour éradiquer la pauvreté, le sous-développement. On devra mettre des années pour en sortir. Mais c'est pourquoi, dans n'importe quelle situation, et pas seulement celle-là, il faut avoir un plan à court terme et un plan à long terme. Et une vision à long terme. Moi, ce que j'ai essayé... À court terme, maintenant. À court terme, c'est les gangs. Donc, ça veut dire que c'est une présence plus forte, une présence plus adaptée de la PNH dans tous les espaces où
il y a un problème de Ok. gang. Ça, c'est le Donc, problème immédiat. on va pas l'éradiquer, mais on va au moins neutraliser les gangs. Absolument. À court terme. Définitivement. Maintenant, Et ça, c'est possible, ça. on neutralisera les gangs par une présence soutenue. Oui, et aussi en mettant en place des réformes structurelles pour que les jeunes qui sont utilisés par les gangs ne soient pas positionnés pour entrer dans ces sortes d'activités-là. Et là, c'est uniquement en définissant des politiques de renforcement de notre capital humain dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine des services. C'est comme ça. Et en implantant des infrastructures industrielles pour donner du travail aux gens. Et donc, on n'a pas un problème à résoudre. C'est pour ça qu'on a plusieurs. Problèmes. Il y a le problème à court terme. Il n'y a pas de problème. Et il y a des gens qui sont formés à ça, qui ont la capacité de dire, écoutez, dans ce point-là, à la Croix des Bouquets, voilà comment on va faire pour éradiquer ou diminuer drastiquement les capacités de nuisance des gangs. D'accord? Mais en même temps, il faut qu'à la Croix des Bouquets, il y ait un bon hôpital. Il y a des écoles de qualité. C'est comme ça. C'est comme ça. On n'a pas le choix. Merci, professeur Jadot. Et j'étais très content de vous entendre et de vous écouter surtout ce matin. Merci pour l'éclairage. Nous souhaitons pouvoir vous rencontrer bientôt. Il y a 2 ou 3 semaines, vous étiez avec nous ici. Et là encore aujourd'hui pour ce dossier particulier. Et vous avez jugé bon d'accepter notre requête et de venir ici pour partager ce que vous savez du Kenya notamment et nous dire aussi pourquoi nous devrions saisir ce que vous appelez l'opportunité. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Je vais vous faire remarquer, moi je suis un africaniste de formation. Oui. C'est-à-dire vois ça. lorsque j'ai été à l'Université de Montréal, à part d'étudier la science politique, j'ai fait un diplôme en études supérieures africaines. D'accord ? Et je connais l'Afrique. Encore une fois, merci pour votre merci beaucoup. Merci pour votre clairvoyance et aussi vos sages conseils. Là, je reprends les mots d'une auditrice. D'accord. Merci, à bientôt. Allez, je vous en prie. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole de ce mercredi 2 août 2023. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, les pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lisa Loto.